Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info pour une toute nouvelle édition dont voici le sommaire en images. Nous nous envolerons pour les Balkans et plus précisément le Monténégro où s'est rendu son Altesse Sérénissime le Prince Albert II en fin de semaine dernière. En principauté, un bel hommage a été rendu au bâtiment qui abritait autrefois le collège des franciscains avant sa démolition. Retour sur la journée dédiée à la protection des abeilles. Fin d'édition musicale avec les différents rendez-vous organisés pour la fête de la musique le 21 juin. Et puis après cette édition, le point sur les 17e Jeux méditerranéens en Turquie. Après Israël, le prince Albert II a effectué un voyage officiel au cœur de la République du Monténégro. Il a notamment rencontré les plus hautes autorités du pays. Le reportage sur place de Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. Tout comme la principauté, la République du Monténégro dispose d'un attrait touristique indéniable, avec une situation géographique exceptionnelle ouverte sur la Méditerranée. Le souverain a souhaité venir à la rencontre de ce pays et de ses hautes autorités. Je dois dire d'abord, c'est un grand plaisir et honneur pour nous de recevoir Prince Albert, de recevoir Son Altesse qui est symbole de succès, de grandeur, de grande renommée dans le domaine du développement durable, de la culture et de succès que Monaco a fait dans la scène mondiale. C'est par une croisière sur le lac de Kotor que le prince Albert II a pu découvrir la pureté de ses paysages. Le bateau a de plus fait escale sur une île artificielle dénommée Notre-Dame des Rochers. Une chapelle du XVIIe siècle y est abritée et plusieurs légendes entourent l'origine de l'île. L'une des plus connues raconte que des pêcheurs ont trouvé l'icône d'une Vierge Marie sur un rocher à la suite d'un naufrage et qu'ils ont promis d'y construire une église. Magnifique musée, église lapidaire aux inspirations grecques, romaines et slaves. Il y a plus de 600 cadres, une des plus belles collections en Europe. Tant de belles choses ici. C'est un peu notre chapelle Sixtine. De retour à quai, le souverain a visité la vieille ville de Kotor et la cathédrale Saint-Tryphon, l'une des deux églises catholiques du Monténégro. Datant de 1166, elle a été restaurée pour la première fois en 1667. Des fresques du XIVe siècle ornent ses murs et des armes de la ville y sont présentées, véritable symbole de Kotor. Il s'est ensuite rendu au musée maritime pour assister à la signature d'un accord-cadre et d'une convention de partenariat entre la Fondation Prince Albert II de Monaco et la Fondation Petrović-Njegoš du prince Nicolas. L'un des thèmes d'action est la préservation de l'environnement dans ce qui est son pays, le Monténégro. Et on signe une convention de financement pour un projet précis qui est celui du développement d'activités de sensibilisation et d'activités écotouristiques. Il faut dire que le Monténégro renferme toute une série de trésors naturels, toute une série de parcs naturels, on en a vu deux hier, et donc une biodiversité à protéger. Elle est encore une fois, à l'état très naturel. C'est un pays méditerranéen, donc ça entre dans le cadre du champ d'action de la Fondation. Et il y a, je crois, beaucoup à faire, effectivement, pour coopérer. On a eu ce matin une réunion très intéressante avec les responsables de l'Institut de biologie marine et qui sont confrontés aussi à tout un tas de problèmes pour lesquels une coopération peut exister avec la Fondation et avec plus largement d'autres institutions de Monaco qui sont concernées par l'environnement marin. Lors de cette première journée, le développement durable a véritablement été au cœur des préoccupations lors de ces différents échanges. Le Monténégro dont il sera de nouveau question mardi dans notre prochaine édition. Retour en principauté où un bel hommage a été rendu au lycée Saint-François d'Assise Nicolas Barré puisque le bâtiment s'apprête à être démoli. Le bâtiment qui abritait autrefois le collège des franciscains. Le corps enseignant, les élèves et les anciens se sont donc donné rendez-vous pour un moment émouvant, un moment chargé d'émotions rue Roqueville. Retour sur cet événement avec une ancienne élève de l'établissement, Christine Datomel. Une journée emplie de nostalgie et d'émotions. Le bâtiment des franciscains situé rue Roqueville qui accueille actuellement les classes de 3e à terminale de l'établissement François d'Assise Nicolas Barré sera prochainement démoli pour permettre la construction d'un nouvel édifice qui recevra toutes les classes du collège et du lycée FANB.
Ça fait 130 ans que cet établissement existe, donc comme vous pouvez l'imaginer, il arrive un moment où on ne peut plus faire simplement des simples réflexions. Là, on a un projet, c'est-à-dire réellement de faire en sorte que les classes de 6e à 3e et de seconde à terminale soient réunies. Un seul lieu pour qu'il y ait une cohérence, pour éviter que les enfants changent de site, parce que c'est toujours traumatisant. Les enfants qui ont été habitués à suivre leur scolarité sur le Rocher de Monaco, qui est un jeu magnifique et magique, ont parfois un pincement au cœur de venir ici au Roqueville. Donc pour éviter qu'ils aient ce choc, pour éviter qu'il y ait une continuité, qu'un enfant se dise tiens, je vais commencer mes études en 6e, il pourra savoir qu'il pourra être accepté jusqu'en terminale. Plusieurs générations d'élèves et d'enseignants ont œuvré dans les murs de cet établissement catholique. À l'approche de sa démolition, nostalgie et souvenirs se mêlent à cette journée. L'occasion pour la directrice de lever le voile sur quelques mystères que renfermait le dernier étage du bâtiment. Qu'est-ce que vous avez recréé ici comme ambiance ? Alors, dans cet étage, qui est donc sous les combles, on a essayé de recréer un petit peu ce qu'étaient les anciennes cellules des moines. C'est un endroit qu'on sait mythique pour les élèves, parce que, quels qu'ils aient été, dans leur scolarité, c'est un étage auquel ils n'avaient pas accès. Alors, on a recréé par conséquent ce qui est supposé être la salle de petit déjeuner des frères. On a recréé une cellule de moines qu'on a essayé de faire de manière un petit peu originale, une salle d'études, une salle de prière. Voilà, en récupérant des objets qu'on avait encore gardés. Et on espère que les visiteurs, grâce à ça, revivront un petit peu, ce qui est une force de cet établissement. Des anciennes tuniques des frères franciscains ont été retrouvées dans des cartons, des objets très anciens et précieux qui seront stockés momentanément et qui seront mis en valeur dans le prochain site. Et si le bâtiment des franciscains s'apprête à être détruit, restera la mémoire. L'ancien directeur des lieux l'a bien compris puisqu'il retrace dans un opuscule l'histoire des frères mineurs franciscains à Monaco. J'ai voulu raconter l'histoire des franciscains en principauté parce que c'est une très ancienne histoire qui dépasse l'année de 1883 en découvrant certains documents, dont un très important qui date de 1640 et qui est signé par le prince Honoré II. Et ce prince souligne son attachement à Saint-François et aux pères franciscains et leur fait don d'une chapelle sur ces terres de Carnolès. D'ailleurs, c'est grâce à ce document que bien plus tard, les pères franciscains ont pu revenir à Monaco lorsqu'ils furent obligés de quitter la France en raison des lois d'expulsion des religieux. Et c'est ainsi que leur monastère de Saorge fut fermé et par conséquent le petit séminaire qui s'y trouvait fut transporté, si j'ose dire, à Monaco où les pères, grâce à l'aide de plusieurs familles monégasques entre autres, avaient acheté un terrain et bâti la partie est de ces bâtiments pour en faire à la fois leur couvent et le petit séminaire franciscain. Ancien élève puis directeur durant 45 ans, Jean Pellacchi a toujours soutenu la pensée franciscaine. Nous essayons évidemment de maintenir ce que nous pouvons appeler cet esprit franciscain qui n'est pas facilement définissable, qui se vit plutôt qu'il se définit, mais en tout cas qui est empreint d'ouverture, de simplicité, d'amour et de joie vers Dieu et vers sa création. Et si le collège s'apprête à fermer ses portes pour la toute dernière fois pour laisser place d'ici quelques années à un établissement plus moderne et fonctionnel, tel le phénix, il renaîtra de ses cendres avec au plus profond de son âme l'attachement de tous ceux qui sont passés entre ses murs. Parlons à présent de l'histoire de ce collège des franciscains. Flashback, Christine Datomel vous propose d'effectuer un saut dans le temps, un saut chargé d'émotions, bien évidemment. Le collège franciscain, 130 ans d'histoire et de fierté. Les murs de l'établissement catholique ont abrité durant de nombreuses années les frères franciscains, bien sûr, mais aussi des milliers d'élèves de passage sur les bancs d'école. Après 130 années de bons et loyaux services, le collège franciscain s'apprête à tirer sa révérence, laissant derrière lui sourire, tendresse, nostalgie d'une simplicité aimante des personnes qui l'ont chéri.
J'ai commencé ma carrière de jeune professeur aux franciscains. J'avais à l'époque 20 ans et j'y suis restée 14 ans. Donc pour moi, je suis effectivement très émue de revenir dans ces lieux, finalement, qui m'ont permis de débuter ma carrière. Quels sont vos plus beaux souvenirs? Ce que j'ai aimé aux franciscains, c'est cette ambiance conviviale, familiale. On se connaissait tous, petit effectif, une très bonne ambiance. J'ai beaucoup aimé travailler sous la direction de M. Jean Pellaki, qui a toujours été très bienveillant à mon égard. J'ai eu des élèves de tous les niveaux sociaux, généralement toujours très bien élevés. Je n'ai jamais connu de stress au travail. Vraiment de petits effectifs, de bons élèves, une très bonne mentalité et surtout une très bonne pédagogie. Je suis rentré pour la première fois dans cette cour en 1953. J'étais jeune élève de 11 ans et puis j'ai fait mes études du cycle collège. Par la suite, j'ai fait évidemment les études supérieures à Aix-en-Provence et j'y suis retourné d'abord comme professeur et puis comme directeur. Vous étiez professeur de lettres? Tout à fait, de lettres classiques. Et puis les pères franciscains m'ont nommé directeur pour prendre la relève des pères franciscains qui n'avaient plus personne pour mettre à la tête de cet établissement. Alors on peut dire que vous connaissez le moindre recoin? Tout à fait, tout à fait. On peut dire que dans ces bâtiments, j'ai vécu ma vie professionnelle et même en partie ma vie privée, puisque en tant que directeur, et surtout à l'époque il y avait encore des internes, eh bien j'avais un logement de fonction. Donc je peux dire avoir œuvré, mais également avoir habité à l'intérieur de ces murs. Alors, ça fait de nombreuses années que vous exercez dans cet établissement. Il va être détruit, mais on va le revoir prochainement sous un autre aspect. Qu'est-ce que vous ressentez? Beaucoup de peine, de tristesse, parce que c'est quand même 42 ans d'une vie, pour ma part personnelle, que j'ai passée à l'intérieur, dans tous ces murs, avec tous ces jeunes. Ça me fait une grosse peine. Et je pensais justement que lorsqu'on va détruire cet immeuble, je ne passerai plus par la route jusqu'à ce que le nouveau soit construit. À ce moment-là, oui, je reviendrai le voir parce qu'il faut toujours renaître de ses cendres. Et je crois que c'est ce que j'attendrai avec grande impatience à ce moment-là. Une fois qu'on l'aura quitté, tant qu'il sera sur pied, je passerai. Mais une fois qu'on va le raser, hors de question que je passe pour revoir ce trou. Non, ça, je ne veux pas. Entré en 1953 au Collège franciscain en classe de 6e, Gabriel Blangino vit aujourd'hui au Vietnam. De retour aux sources, il a souhaité dire une dernière fois au revoir à son collège. Comment se passaient les cours à l'époque? Ils étaient quand même sérieux. Moi, en 6e, j'avais le père Joseph. Il avait le coup de baguette facile. Hein. Mais on apprenait l'orthographe au moins. Quels souvenirs gardez-vous de cette époque-là? Très bons souvenirs. Les coups de règle, on les oublie, mais très bons souvenirs. Est-ce que vous trouvez que l'école a beaucoup changé? Oui, du tout au tout. Hein. Avant, c'était intime. Je vous dis, il y avait une dizaine d'élèves, pas plus. Hein. Maintenant, je crois qu'on est monté à 200, je ne sais pas, à peu près, non? Et qu'est-ce que vous ressentez le fait que l'école va être démolie? Ça me fait un petit mal au cœur. Hein. C'est dommage, enfin, on ne peut pas aller contre le temps. Hein. Après 42 ans de pratique au sein de l'établissement, le surveillant général, André Peguero, a vu passer de nombreux élèves. Et si la tristesse de voir son collège baisser le rideau pour la scène finale l'envahit, ce qui rassure André Peguero, ce sont ses souvenirs, car les beaux souvenirs, eux, ne meurent jamais. Et les meilleurs souvenirs, je crois qu'en fait, ils se bousculent. Tous les jours, j'ai un bon souvenir. Et ces souvenirs me viennent, pour beaucoup, de la part des élèves. Si je fais le calcul depuis le début que je suis là, je dois avoir environ 5000 jeunes qui sont, je vais dire, passés dans mes mains. Et vous en voyez encore quelques-uns? Actuellement, beaucoup. Et ce qui me fait très plaisir aussi quand ils reviennent, c'est que j'ai l'impression que ces jeunes reviennent avec leurs souvenirs aussi et me les remettent aussi en mémoire. Et puis je me rappelle d'une phrase justement que l'on posait des fois à mon père, qui était aussi professeur à l'époque, et qu'on lui disait « Mais monsieur Peguero, vous avez quel âge ?» Et mon père répondait, une phrase que maintenant je me suis un petit peu appropriée, « J'ai l'âge de mes élèves ».
Et si André Péguerot a gardé son âme d'enfant, il n'oublie pas non plus ses anciens élèves devenus grands aujourd'hui. Toute la joie que j'ai quand ils viennent de les revoir, d'évoquer avec eux les petites phrases du passé, les petites bribes. Et puis, lorsqu'ils me revoient comme ça, qu'ils me reconnaissent, pour moi c'est énorme. Parce que ça veut dire eh bien, qu'il y a eu quelque chose qui a communié entre nous. Et ça, je trouve que c'est magnifique, c'est merveilleux. Nous laisserons le mot de la fin à celui qui passa plus de la moitié de sa vie entre les murs de l'établissement, celui qui fut l'âme de ce collège durant plus de 45 ans, son ancien directeur Jean Pellacchi, qui passe à travers nous son dernier message à ses élèves des années franciscains. J'espère qu'ils ont traversé dans ces bâtiments une période heureuse de leur vie. Bon, je sais que quand on est élève, sur le moment, tout n'est pas forcément rose et que de temps en temps, on se fait convoquer dans le bureau du directeur. Mais par la suite, on embellit tout, en particulier le souvenir de son enfance et de son adolescence. Mais en tout cas, j'espère qu'au fin fond d'eux-mêmes, quelque chose est resté de ces années de collège franciscain. Un mot à présent pour vous annoncer la disparition brutale de l'ancien directeur de la Sûreté publique monégasque, André Mulberger, survenu dimanche en fin de journée à l'âge de 50 ans au large de la plage de la Mala dans les Alpes-Maritimes. Originaire de Strasbourg, il avait occupé plusieurs fonctions en France, en Haute-Garonne notamment, avant de rejoindre la Sûreté publique monégasque en 2006 et jusqu'en 2012. Le gouvernement princier tient à faire part de sa grande émotion à l'annonce du décès accidentel d'André Mulberger, qui a au cours, je cite, de ces 6 années, assuré avec professionnalisme le maintien de l'ordre public et de la sécurité à Monaco, lors notamment de nombreux événements. Le gouvernement qui exprime ses condoléances et qui s'associe également à la peine de sa famille, de ses proches et des nombreux fonctionnaires de police de la principauté. Actualité plus légère à présent avec la traditionnelle remise de prix liée au concours de langue monégasque en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, de son Excellence le ministre d'État, du maire de Monaco et de plusieurs personnalités. Après des épreuves écrites et orales, plusieurs jeunes issus des classes primaires et secondaires ont ainsi été récompensés. Cette remise des prix est traditionnellement organisée le 23 juin lors de la fête de la Saint-Jean. La fête qui, vous le découvrez sur ces images, a eu lieu tout d'abord sur la place du Palais en présence de plusieurs groupes, dont celui des danseuses de la Palladienne. Seconde partie des festivités liées à la Saint-Jean du côté de la place des Moulins le 24 juin. Environnement à présent, dans le cadre des journées Happy Days, une journée de sensibilisation a été organisée sur les terrasses de Fontvieille et à la salle du canton. Une journée qui avait pour principal objectif de sensibiliser le public à la protection des abeilles. Rémi Salor s'est rendu sur place. Les abeilles étaient à l'honneur vendredi dernier sur les terrasses de Fontvieille à l'occasion des journées de sensibilisation Happy Days, organisées par la direction de l'aménagement urbain en collaboration avec l'UNAF, l'Union nationale de l'apiculture française. L'événement a permis aux enfants de comprendre l'importance de la ruche et de ses habitantes sur notre écosystème. Depuis 2011 que le gouvernement princier est en collaboration avec l'UNAF et depuis 2011 on a installé sur le toit du musée des timbres et des monnaies 6 ruches pour essayer de sensibiliser les enfants et tous les gens qui habitent bien sûr en principauté au problème des abeilles. C'est important puisque ça permet, alors là, comme vous pouvez le voir notamment à des classes, de sensibiliser les enfants aux problèmes que subissent les abeilles. Il y a une étude récente qui a montré que dans les années 2012-2013, il y a à peu près un tiers, une étude faite aux États-Unis, un tiers des abeilles qui a disparu. Et les abeilles, c'est très important pour notre nourriture. Divers ateliers étaient organisés pour permettre aux scolaires de saisir les étapes de la conception du miel, un moyen de captiver le jeune public qui n'a d'ordinaire aucun aperçu du produit avant sa mise en pot. Une fois ce processus observé, place au cas sensible de la pollinisation si importante pour l'écologie. Dès lors, l'avertissement sur les problèmes que rencontrent les abeilles ne peut qu'être entendu. Ce qui met le plus en danger les abeilles, il y a donc malheureusement il y a tout ce qui est produits chimiques. Donc c'est tout ce qui est produits pesticides qui est utilisé en agriculture. Il faudrait que l'ensemble des agriculteurs et également les pouvoirs publics au niveau international limitent certains produits chimiques pour notamment les cultures qui nécessitent
la fécondation par les abeilles. Par exemple du colza. Le colza, donc, pour fructifier dans les grandes cultures, a besoin d'insectes pollinisateurs comme les abeilles. Et malheureusement, certains agriculteurs utilisent certains produits chimiques pour que ce colza pousse mieux, mais ça nuit à la vie de l'abeille, donc ça peut tuer l'abeille. Après les explications et la sensibilisation, place à la dégustation. Les jeunes élèves ont pu savourer le précieux sésame qui n'aura désormais plus de secret. Dans le reste de l'actualité. Un mot de sport avec la rencontre qui a opposé la section nationale de Monaco de football à celle du Vatican le week-end dernier sous les yeux du souverain. Eh bien, sachez que Monaco l'a emporté grâce à 2 buts signés Morgan Escaras et Eric Fissor. Musique à présent avec la fête qui a marqué le premier jour de l'été. Plusieurs rendez-vous musicaux ont été organisés un peu partout en Principauté, de la Maison de l'Amérique latine à Fontvieille, en passant bien sûr par le port de Monaco et les concerts du groupe monégasque Rabata Rock, ainsi que le concert reggae de Danakil. Direction pour terminer en beauté la salle des étoiles où la diva de la soul Alicia Keys a littéralement hypnotisé le public avec sa voix et ses tubes, New York, This Girl Is on Fire et bien d'autres. Voilà ce que l'on pouvait retenir de l'actualité aujourd'hui. Place à présent à vos prévisions météo. Mardi, ciel bleu avec de rares nuages, température comprise entre 20 et 24 degrés. Mercredi, prolongement de la période de temps sec et beau. Jeudi, changement de temps provisoire avec un soleil plus hésitant et des températures en baisse. Vendredi, un ciel encore incertain, mais plusieurs éclaircies dans la journée comptées jusqu'à 23 degrés au meilleur de la journée. Fin de cette édition réalisée par la rédaction. Place à présent à la suite de vos programmes sur Monaco Info et au sport avec la suite des 17e Jeux méditerranéens qui se déroulent cette semaine encore en Turquie. À très bientôt.